Mesdames, Messieurs, bonjour et surtout merci d'être encore en direct sur Info TV. Dans le cadre de votre programme Espace Miné, nous vous promettons encore de très grands moments de télévision. Ce jour, de toutes les façons, nous irons jusqu'à 11h52 pendant près de 2 heures de temps. Nous vous donnerons l'information, rien que l'information et toute l'information. Mais quelle information? Une information en toute convivialité. La bonne humeur est de règle dans le cadre justement de cette production. Bernardo Basson nous a retrouvés sur ce plateau. Il vous donnera encore sa dénonciation ce jour. Des dénonciations qui ne cessent de faire mal, entre guillemets, au niveau justement de l'opinion. De toutes les façons, nous continuerons à dénoncer. Nous avons la ferme conviction que sur ce plateau, à partir de ce plateau, les lignes peuvent bouger. Mais avant tout cela, on aura déjà également reçu Patrick Bala qui nous amènera du côté des kiosques. On touchera l'information, la quintessence de l'information parue de ce côté. L'instant de l'analyse de ce mercredi nous amène à parler de la pauvreté. Une question, doit-on soutenir les pauvres? Avez-vous l'impression que la pauvreté peut être, entre guillemets, une affaire on devrait soutenir? Ou alors, si l'on est pauvre au niveau de la société, on a besoin du soutien des autres qui ont un peu plus, on a besoin des riches. Ou alors, les pauvres ne méritent aucun soutien. De toutes les façons, le débat est lancé. On essaiera de commenter, d'analyser, mais également de décrypter. Au canal 317, sur Canal Plus International. Vous êtes à pic sur Info TV, votre chaîne de télévision qui monte et qui monte encore. Lucien Bidima, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Je vais dire que sur le plan personnel, ça va bien. Mais il faut quand même noter que le RDPC maintenant traverse des moments très difficiles au niveau de CO4. La semaine passée, c'était les obsèques du professeur Orona. Et demain, ce sont les obsèques du professeur Bokam du ministre Bokam qui vont commencer. Vous imaginez que nous avons l'ancien ministre Bokam, l'ancien secrétaire d'État à la Défense en charge de la gendarmerie. Justement, c'était un digne fils de l'Est. Un digne fils de l'Est. Et vous comprenez à partir de là qu'effectivement, nous traversons des moments très très difficiles. Pourquoi? Parce que ce soit le professeur Ouna, que ce soit le ministre Bokam, ils ont beaucoup donné. Tout à fait. Non seulement au niveau national par rapport à leur propre expérience, mais également au niveau de notre parti tout court. Donc, j'adresse une fois de plus mes condoléances et les plus attristés à toutes les familles, surtout à celles du LDPC durement éprouvées. Demain déjà, nous allons recommencer, comme c'était la semaine passée, cette marche qui est totalement triste d'accompagner le ministre Bokam à sa dernière demande. Nous sommes de tout cœur avec d'abord sa famille nucléaire, à qui nous adressons d'ailleurs nos sincères condoléances, mais également, comme vous l'avez dit, à la famille politique et même à la grande famille gouvernementale. Jean-Baptiste Bokam a également été un haut commis de l'État qui a beaucoup donné pour la nation. Pour l'instant, nous ne pouvons dire que son âme repose en paix. Info TV, comme d'habitude, sera également au cœur de cet événement pour vous donner toute l'information. Je souligne à l'endroit de nos nombreux téléspectateurs que Lucien Bidima est un homme politique et milite pour les idéaux du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC. À côté de Lucien Bidima, nous accueillons un journaliste qui est déjà habitué de ce plateau. Lui, c'est Alain Douk. Alain Douk, bonjour. Bien le bonjour et merci pour ton entrée tout en punch tout à l'heure. J'imagine que ceux qui ont écouté tout à l'heure ton entrée, eux-mêmes, s'ils étaient déjà un tout petit peu lassés où qu'ils se trouvent dans leur fauteuil assis à regarder le programme, ils ont eu un peu de tonus, rien qu'à écouter le lancement de l'émission. Avec Espace Miné, oui, on ne se lasse pas. C'est quand même perfect. Le sac de modérateur. Donc comme ça, j'associe ma voix au grand frère Lucien qui est là tout à ma droite pour souhaiter de même, en tout cas pour adresser mes condoléances les plus attristées à toutes ces familles qui sont éprouvées et profiter de l'occasion qui m'est donnée pour féliciter de même parce que
Du côté, pour ce qui est du professeur Oona, on sait bien que c'est le professeur Mathias Eric Oona Ngueni qui est le successeur traditionnel. Tout à fait. Voilà. Donc je profite comme ça. C'est lui qui reste le Mordal. Voilà, je profite comme ça. Les Étonnes disent Modatan. Pour lui présenter mes félicitations pour la nouvelle charge qui repose désormais Bernardo, sur qui ne comprend rien du petit, me demande ça veut dire quoi. Mordal, c'est le chef de la famille. C'est celui qui reste... C'est le chef du village, le chef de la famille. Les Étonnes Moratan. Moratan neveu. Voilà. Le chef de comme ça, famille. on profite pour dire merci à ce public fidélisé, à ce programme qui est totalement devenu un programme culte, hein, en l'espace de quelques mois, depuis que tu es arrivé là à la tête de ce média. Bien de choses à toi, félicitations pour ce que l'ensemble du management de ce média accomplit. Merci Alain Douk d'être donc là ce matin en face de vous. On accueille justement notre sucre national, c'est Bernardo Basson. Bernardo, bonjour. Ambolo, parfait, ici, ou bien Mbenbenkiri, tout à fait. Ambolo. Vous comprendrez pourquoi. Donc, mais on dit quoi? On dit que chez les Bagantais, vous savez que j'ai une filiation avec les Bagantais. C'est une affaire d'amour. Osé, c'est aussi quelque part à l'ouest. Naya, c'est quelque part chez les Banènes. Vous aurez compris que aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la langue maternelle. Ah bon? Oui, voilà pourquoi. Chez Bassa, tu as au milieu qu'on dit Meyega. J'ai dit Meyega Liteni Bassa, donc Meyega je salue tous les Bassa du monde. Lorsqu'on me dit Meyega B, moi je dis soit Meyega Mban. Vous savez pourquoi je dis ça, Bernardo? Non. Parce qu'en fait, chez le Bassa, on dit Meyega B pour dire bonjour. Maintenant, chez nous, quand on dit Meyega, ça veut dire que je suis adossé. Et si tu dis Meyega B, ça veut dire que je suis mal adossé. Et donc, ça veut dire Meyega B, dis non, Meyega Mban. Donc, moi, je suis bien adossé. Parfait, ici aujourd'hui. Oh, nos langues. Ça fait le 21 février, 10 ans qu'Ateba Yene est décédé, donc on peut lui rendre hommage aujourd'hui. D'ailleurs, le consultant planétaire le fera certainement mieux que moi. On est toujours content d'être là, malgré une triste nouvelle comme celle-là. Toutes mes condoléances appuyées au RDPCI qui a perdu quand même 2 têtes dures en l'espace de quelques temps. Et j'aimerais humblement faire une fleur au RDPCI pour une raison personnelle. C'est que l'administration du Cameroun par le RDPC ne m'arrange pas du tout. Mais s'il y a une chose que je vous reconnais, c'est de la pondération et de la tempérance. Nous sommes sur les réseaux sociaux avec des personnes d'autres partis politiques. Je vous promets qu'il y en a qui sont vraiment extrémistes, qui sont particulièrement insolents, insultants, pédants, agressifs même. J'ai l'impression que le RDPC essaie d'être concentré sur le président Biya, qui est son candidat naturel. Pour d'autres partis politiques, on est plus concentré à insulter d'autres partis d'opposition et non se concentrer sur le projet. Vous voyez ce que je veux dire? Donc le RDPC peut vous dire Paul Biya est le meilleur choix, tandis qu'ailleurs, on peut peut-être de dire que Haïti est le meilleur choix, on vous dira peut-être que Paul Biya c'est un, bon, on dira un mot grossier. Non, mais le RDPC à une époque aussi, je me rappelle, en ligne avec sa milice, hein, des gens aussi extrêmement violents, extrémistes, donc mauvais. qu'on voit. C'était donc mauvais. Voilà. Sauf qu'aujourd'hui, les RDPCistes, partout où je les croise, je n'aime pas ce qu'ils font au Cameroun sur le plan de l'administration, mais sur le plan humain, font l'effort d'être très très pondérés. Très bien. Merci Bernardo. Vous avez dit qu'aujourd'hui c'est la journée des langues... De la langue maternelle. De la langue maternelle. Donc, oui. Même donc, comme aujourd'hui au Cameroun, le français est déjà une langue maternelle parce que c'est la première langue que certains parlent au contact de l'humanité. Ça, c'est un abus de langage. Oui, mais du moins... Qu'une langue occidentale devienne une langue maternelle. C'est un problème, parfait. Quelqu'un me signale à côté une langue coloniale. Il faut dire que c'est un problème. Sauf que quand vous remplissez votre demande de visa étudiant, quand vous, langue maternelle, vous cochez le français. Qui fait ça? Le formulaire, vous voyez. Moi, je ne cocherai pas. Quand vous allez chez eux, vous cochez ici au Cameroun, langue maternelle, vous cochez le français. Non, mais on ne met que français ou anglais, aucune autre langue. Oui, oui, je vous promets. On vous l'impose. On l'impose subtilement, oui. C'est subtil. Dans le document. Puisque bon, quand tu veux voyager, voilà. On a mis que le français et l'anglais. Voilà. Tu le coches dans rien, tu risques de ne pas voyager. Quand tu vas cocher le français. Mais si on mettait français, anglais et wondo, je vais cocher le français. Ma langue maternelle, je suis fier de l'être. On va accueillir notre consultant de tout temps, mais alors de tous les temps, le digne fils de Bourniebel, qui est en poste comme tous les matins d'ailleurs, Pierre Blériot. Mais bonjour.
Bonjour, parfait ici, bonjour à votre panel, bonjour à nos millions de téléspectateurs. Si je m'invite subrepticement dans votre débat sur les langues maternelles, je serais désolé de vous faire savoir que le français et l'anglais sont dorénavant des langues africaines, notamment le français lui-même. Le français est une langue africaine, de par le descriptif de la linguistique. C'est d'ailleurs l'Afrique qui donne au français ses lettres d'universalité. Sans l'Afrique, le français n'est qu'une langue régionale, une langue ethnique. En fait, ce qu'on appelle langue maternelle en linguistique, si je dis rapidement, c'est la première langue au contact de laquelle Blériot, on comprend tout cela. C'est une On comprend tout cela. Mais je voulais vous faire voilà, je voulais simplement faire comprendre une chose. Ça sonne mal. Non, parfois Haïti n'a pas pour langue maternelle le français, c'est différent. Voilà. Mais je veux dire que mes enfants, certains ont pour langue maternelle le français. Et c'est une grosse honte pour nous les Africains. Bon, comment ça s'est produit? Parce que on accuse souvent les parents à l'Indouk. Nelson Mandela avait, en Afrique du Sud, demandé aux Sud-Africains noirs de ne plus enseigner leur langue maternelle aux enfants et de leur enseigner directement l'anglais. Parce qu'en fait, l'Afrique du Sud raciste avait décidé que les Noirs ne parleraient que l'afrikaans. Avec cette idée que bien, si vous parlez votre langue qui ne se parle pas ailleurs, vous resterez là-bas. Là, ça se comprend. Donc, nous aujourd'hui, parfois ici, par mimétisme, là, vous avez parfaitement raison, nous sommes tombés dans un piège. Tout le monde, vous voyez un couple de Beti, un couple de Bassa. Bon, ce n'est pas le cas avec les Bamileke ou les gens du Grand Nord. Eux, ils parlent toujours leur langue à leurs enfants. C'est nous, tu vois, deux Bassa qui parlent français à leurs enfants. Quelquefois même, les parents ne parlent pas bien français. Ils enseignent donc le mauvais français aux enfants dès le berceau. D'accord. Donc, c'est regrettable, mais c'est la réalité. À côté de ça, je vais quand même rendre hommage à ma langue maternelle, qui est la troisième plus belle. Il ne faut pas nous faire fuir les téléspectateurs. Hein? Non, c'est la troisième langue la plus belle d'Afrique. Ah bon? Oui, c'est quel sondage? Non, le Bassa, quand même, soyons sérieux. Allez-y, mettez-vous à l'aise, Blériot. Tu as bien fait quoi? Soyons sérieux. Non, Bassa, Baï Hong Job. Le Bassa, Dieu a fait quoi? Bassa, Baï Hong Job, Bassa, Baï Bonba Job. Donc les Bassa sont les enfants de Dieu. Et le Bassa est la langue de Dieu. Ouais, que je comprends un peu. Voilà. Ça veut dire que Rigobert Sombana est un enfant de Dieu. Oui, bien sûr. Voilà. C'est un fils Bassa. Bien sûr. Le coq. Bien sûr. Ce sont des enfants de Dieu. Mais vous êtes des gros preneurs de tête. Voilà, donc c'est la langue de Dieu. Dynamo Agüero, des chances. Non, je suis très heureux de... Bon, saluons donc quelques grands Bassa. Voilà. Quelqu'un m'a parlé des Dinali. Hein. C'est une femme que j'aime bien étant tout petit, mais je ne l'ai jamais vue. Non, moi je lui écris souvent, je lui envoie même des petits... J'étais demandé de me donner son numéro l'autre jour. Je lui envoie lui dire bonjour. Je lui envoie des petits trucs de drague. Hein. Elle, c'est une très belle femme. De drague, oui, bien sûr. Ce n'est pas laisse là-bas. Dinali est très belle. Donc, non, c'est une très grande dame. Merci. Et dans le monde du sport, elle a fait ses preuves. Bon, maintenant, citons... dans le monde intellectuel. Commençons par le monde intellectuel. Les Bassa nous ont produit le premier professeur agrégé de linguistique qu'on appelait Botbanjok. Les Bassa nous ont produit le premier professeur de psychiatrie qu'on appelait... le nom va revenir. Les Bassa nous ont produit un professeur agrégé hors norme de mathématiques qu'on appelait Henri Hogbelin. Ah, Hogbelin. Oui, un professeur de grammaire, camarade de Léopold Sédar Senghor, Thomas Melonnet. Son frère professeur agrégé Stanislas Melonnet. C'était les frères Melonnet. On peut citer des grands Bassa comme Georges Ngango, Joseph Ngoué, Joseph Mbouy. Dans le monde intellectuel, on risque de dormir là. Dans le monde du football, du sport en général, vous avez Albert Roger Miller.
vous avez Belle Joseph-Antoine et ton fils, ainsi de suite. On peut citer... Il y a son Bahanak. Son Bahanak, en passant. Pourquoi vous sautez son? Bon, on peut... Bon, dans le monde de l'administration, on a des gens comme Jean Périal Nyodok. Ouais. Oui. Il a été un très grand cas du côté de Tradex. Alors, ce sont les gens qui ont écrit des plus belles lettres de la société Tradex. Hein. Alors, ben, pourquoi vous ne voulez pas citer Kodok? Non, l'un des premiers docteurs en économie, docteur d'État en économie, Augustin Frédéric Kodok. Dans le monde de la finance, l'un des premiers experts comptables du Cameroun, Code Charles. Je ne sais pas ce que je peux dire. Dans la musique, depuis Bikoko à la le plus grand musicien camerounais vivant au Cameroun, c'est Bel Katobi, bien évidemment. Et cela lui a été légué par un douala du nom d'Emmanuel Eboalotin. Très bien. Tous les musiciens du Makossa savent que Bel Katobi, c'est le grand maître. Après lui, bon, viennent quelques douala qui se débrouillent à côté de lui. Bon, qu'est-ce que merci, vraiment, tu as trop vanté les bassas, c'est bon. Dans le monde des médias. Dans le monde des médias, il y en a aussi. Il y a qui là? Il va te dire lui-même. Alors. J'ai déjà un homonyme, Blériot Momha. Ah ouais. Alex Blériot Momha, vous avez connu. Voilà, un blaireau pouvant en cacher un autre. Blériot Niemek. Les bassas. Dans le monde de la polygamie, les bassas ont aussi produit de grands polygames. Merci bien. J'ai peur que vous vous citiez encore. Alors, on finit par la sagesse de ce jour. La sagesse de ce jour, on peut imiter le mal sans faille. Quant au bien, il exige que l'âme adhère. On peut reprendre? On peut imiter le mal sans faille. Quant au bien, il exige que l'âme adhère. Ça veut dire quoi? Parfait. Ici, vous pouvez imiter la méchanceté sans erreur jusqu'au pastiche. Vous pouvez passer pour être quelqu'un de parfaitement méchant. Vous n'avez pas besoin pour cela que votre âme adhère à l'imitation. Mais vous ne pouvez pas imiter le bien à la perfection. Pour imiter le bien à la perfection, il faut que votre âme s'associe. Ce qu'on veut dire ici, c'est que pour jouer même à être une bonne personne, il faudrait avoir une âme disposée à le faire. Très bien. Sinon, on se laisse trahir très rapidement. Merci Pierre Blériot pour cette autre sagesse matinale. Je souligne simplement que les 10 dernières minutes de ce programme seront consacrées à Charles Ateba Eyene. Nous l'avons dit, cela fait exactement 10 ans aujourd'hui que Charles Ateba Eyene, cette grosse gueule, nous a quitté, critique devant les yeux, devant les dieux, devant les hommes. Ce jour également, je pense qu'il y a une manifestation qui est prévue à l'endroit de Charles Ateba Eyene. On en parlera à la fin de ce programme. À tout de suite pour la suite. Patrick Bala, bonjour. Mbembekiri parfait ici. Et qui est bon. Mbembekiri également à tout le panel. Manenvoie. Bon. Ya Djibi. Moi, un ami fort. Bon, on a un là. Maintenant, tu commences par bon. Patrick Bala, moi j'ai fait des émissions en Ewondo. Si tu me trouves dans une émission en Ewondo, tu ne vas plus me reconnaître. Vous m'avez vu lors d'un day, lorsque on fait ce qu'on appelle un silaou. Bien sûr. En Ewondo. Oui. Vous avez assisté? Oui, c'était dans votre famille d'ailleurs. Non, dans ma famille, c'était pas le silaou. Dans ma famille, je ne peux pas faire le silaou dans ma famille. Je fais le témoignage. Dans ma famille, je fais les témoignages, mais ailleurs, je fais souvent le silaou. Vous parlez bien. J'ai dit au patron, parce qu'on fait le silaou, on appelle le chef de famille. Là, il y a le deuil. Mais généralement, c'est réservé pour les initiés. Un silaou. Ah ben, j'ai donc que lui n'est pas initié. Moi, je voulais pas parler de ça. J'ai donc dit à ces vieux-là, après lui avoir donné une vingtaine de proverbes, je sortais par un autre proverbe pour aller m'asseoir. Vous savez ce que je lui ai dit? Non. Je lui ai dit, Anena, Goyarna Kolo Amfian, Otiendangare Boubala. Le patriarche a éclaté de rire. Après l'enterrement, le patriarche est venu vers moi. Il me dit, mon fils, où est-ce que tu as pris ce proverbe?
humeur. Non, c'est très intéressant, c'est très beau. Ouais, quand même, le grand frère musulman n'a pas taché son riz. Oui, bien sûr. Patrick Bala, Ouais, parfait. que disent les journaux? Eh bien, parfait. Ici, les journaux de ce matin nous conduisent du côté de la météo. Il s'agit du journal Maison, celui de Dieudonné Mveng. La météo parle du cacao au Cameroun qui connaît une hausse considérable. C'est d'ailleurs le meilleur dans le monde en termes de prix pour ce qui est du kilogramme. On parle de 3360 francs le kilogramme du côté de Kekem, 3100 francs du côté de Makenene, c'était le 15 février dernier. 3300 francs CFA le kilogramme à Batchenga, c'était le 19 février dernier. Des annonces faites hier via un communiqué par le ministre du Commerce Luc Magloire Mbarga Tangana. Résultat rendu possible grâce à la politique de vente groupée instruite par le chef de l'État Paul Biya et mise en œuvre par le gouvernement à travers le ministre du Commerce. Information contenue de la page 2 à la page 3 de ce journal. Parlons de la BEAC avec Info Matin ce jour qui illustre bien sûr le départ humiliant pour Abbas Mahamat Toli. Il faut dire qu'au terme de son mandat, l'ex-gouverneur de la Banque des États de l'Afrique centrale, arrivé le 6 février dernier, c'est toute honte but accroché donc à son poste, nous fait savoir le journal Info Matin ce jour. Ceci en dépit de la lettre ayant fuité du directeur général du contrôle général, Blaise Eugène Somme, l'invitant à cesser ses activités en vertu des articles 50 et 51. Il faut également noter que la nomination le 9 février du centrafricain Ivan Sana Bangui, puis son installation le 16 suivant sous la houlette du directeur général du contrôle général mettent donc un terme à une énième imposture du Tadien. Information contenue à la page 3 de ce journal. Parlons du transport urbain et interurbain avec le quotidien Capitaux Publics de Marie-Claire Nana. Il s'agit bien sûr de Cameroun Tribune qui parle des nouveaux tarifs, notamment 350 sur le plancher de ramassage en journée, 400 francs CFA la nuit, 3000 francs CFA le dépôt en journée et 3500 francs la nuit sont donc des propositions faites lundi dernier par les syndicats des associations de défense des consommateurs réunis autour des représentants du gouvernement. Un arrêté du Premier ministre doit à présent être les entériné. Information que vous retrouverez dans ce journal, dans les kiosques, allez de la page 8 à la page 9. Transport urbain, on en parle également avec Terre Promise Hebdo. De ce côté, on illustre également le prix qui va grimper de 50 francs CFA. On parle d'une hausse d'environ 15%. Le Témoin minimise justement cette hausse et parle de légère hausse équitable et raisonnable selon le journal Le Témoin ce matin. Allons à présent voir le contenu du Tri Hebdo le soir d'Armand Bianda qui s'intéresse au climat social tendu dans le secteur des transports routiers. On parle bien sûr d'une bombe qui a été désamorcée et le dialogue qui va se poursuivre entre ce secteur concernant les syndicats et le gouvernement camerounais. Information à retrouver de la page 4 à la page 5 de ce journal. L'électricité ou alors l'énergie électrique et ses multiples délestages intéressent le jour, le quotidien bleu d'Aman Manas matin. On parle bien sûr de Eneo, clairement indexé par le ministre des Mines, de l'Eau et de l'Énergie, qui accuse d'ailleurs de menacer l'entreprise de menacer la paix sociale à travers bien sûr ces nombreuses interruptions inopinées et prolongées d'électricité. Le distributeur Eneo a d'ailleurs réagi et dit avoir besoin de 18 milliards de francs CFA pour contenir les coupures dans notre pays. Information à retrouver à la page 8 de ce journal. Avec la nouvelle expression, on s'intéresse ce matin au venin serein. Il s'agit d'une révolution médicale au Cameroun. C'est un médecin camerounais qui vient donc de mettre sur pied cette pratique pour la première fois en Afrique. Un médicament contre les morsures de serpents et autres animaux venimeux. Une invention déjà adoubée par la communauté internationale. Information à retrouver en page 2 de ce journal.
Le messager de Fopius Ndjaoué parle du lieutenant-colonel Ghislain Victor Mboudou, officier supérieur de l'armée. Le journal Le Messager nous fait donc savoir que ce chef traditionnel de premier degré est condamné à 25 ans de prison ferme pour complicité de détournement des biens publics, corruption et bien sûr blanchiment des capitaux. Information contenue à la page 4 de ce journal ce matin. Le journal parle également au bas de la page, notamment en page 6 de la prison centrale de Kondengui, qui est selon le journal au cœur des bandes organisées. Allons voir avec Mutation qui s'intéresse ce matin à cet émouvant témoignage rendu par le ministre du Domaine, du Cadastre et des Affaires foncières, Henri Eyebe Aïssi, à l'endroit bien sûr du professeur émérite, ancien membre du Conseil constitutionnel et du gouvernement, Joseph Oona, décédé et qui a été inhumé récemment. On parle donc du maître avec Joseph Oona et du disciple avec Henri Eyebe Aïssi. L'action s'intéresse également à Joseph Oona avec les égards du parti et de la patrie. L'un a honoré son membre titulaire du comité central et l'autre a exprimé la reconnaissance du peuple à travers l'acte du président de la République qui a élevé l'illustre disparu au rang de grand cordon du mérite camerounais. On termine avec le journal Économie par Faïssi qui parle des investissements, échanges commerciaux. Le journal nous fait savoir que le Cameroun et l'Union européenne échangent sur de nouvelles opportunités. Les deux parties sont réunies depuis hier ici à Yaoundé dans le cadre de la Cameroun European Union Business Week. Information contenue à la page 3 de ce journal. C'est d'ailleurs avec le journal Économie qu'on met un terme à cette revue de presse acte 2 sur Info Télévision. La première revue de presse était à 6h45 avec Théophile Biani-Bia. Et vous le savez, on réserve toujours le meilleur pour la fin. Et justement, le meilleur, c'est dans le cadre de ce programme Espace Miné. Merci Patrick Bala pour ces informations rendues publiques. Vous ne partez pas, le 19h et le 20h nous attendent tous les soirs. Quel est le fait saillant de l'actualité qui retiendra notre attention? Eh bien, parfois ici, on va s'intéresser à la place de l'argent dans les églises. Et on se pose la question de savoir si l'église est au service des fidèles ou alors l'église se sert plutôt des fidèles. Illustration faite avec, lorsque vous allez aujourd'hui dans certaines églises, il y a des paniers qui sont... de gros et longs paniers. Voilà, vous avez d'un côté, ici si vous voulez plus de bénédictions, il faut verser à partir de 10 000. Ici si vous voulez une catégorie de bénédictions, c'est à partir de 5 000. Et bon, ceux qui n'en ont pas, les nyama. Voilà, c'est de 500 francs parce que d'autres n'acceptent plus les pièces. Donc on s'intéressera à cette actualité ce soir. J'allais souvent à une église, je vais cacher le lieu pour ne pas repérer, une église bien célèbre. J'avoue que j'ai voulu changer de métier, parce qu'à chaque fois que j'allais au culte ou à la prière, Monsieur Bidima, le panier avait peut-être cette longueur, et il était gros. Et ce n'était pas le seul panier, il y avait 3 paniers comme il indique, et c'était par catégorie. Et... j'ai vu des choses. Le panier de 10 000, à un moment donné, c'est rempli. Au point où on va appuyer là, on appuie l'argent, parce que c'est en train de tomber. J'ai commencé à regarder l'affaire, elle dit, ici, qu'est-ce que tu fais dans le journalisme? Voilà une affaire qui donne. Non, actuellement, si vous voulez être rapidement riche, il faut être pasteur. D'ailleurs, j'ai un ami, j'ai appris récemment qu'il est devenu pasteur. On était pareil, on n'avait pratiquement rien. Mais maintenant, je peux plus facilement me placer à côté de lui. Je demande une audience pour le rencontrer. Patrick Bala, parfait ici. À demain 10h. À demain, parfait ici. Alors, Lucien Bidima, lorsque Patrick Bala nous donnait ces informations tout à l'heure, les informations parues en kiosque, on a retenu une, c'est qu'il faut désormais dire au Cameroun, affaire Eneo. On a eu une correspondance du ministre de l'eau et de l'énergie il y a quelques jours, pratiquement, qui a haussé le ton et qui menaçait le top management d'Eneo au sujet des délestages au Cameroun, et disant d'ailleurs que Eneo sera responsable si jamais il y a des choses qui ne vont pas au niveau de la société. Je me suis dit que vous voulez peut-être parler des troubles
Mais Eneo, c'est comme un bras de fer. Hein? Eneo également fait une sortie et dit que j'ai besoin de 18 milliards. Réaction Bidima. Non, c'est une affaire qui commence à être... qui dérange tout le monde. Hein, qui dérange... D'abord, j'ai vu quelque chose, l'image, certains membres du gouvernement étaient en train de dîner à Douala, tout d'un coup il y a eu coupure d'électricité. Je crois qu'il y a de plus en plus de la provocation là-dessus. Et moi, j'ai dit désormais, il faudrait dire un certain nombre de vérités, même si nous sommes dans le parti, parce que les actions de ces gens-là desservent la politique du chef de l'État. On ne peut pas continuer autant que faire se peut d'encourager ceux-là qui peuvent, par leurs actions, par leur manière d'agir, par leur manière de faire, provoquer inévitablement à terme le désordre dans notre pays. Alors moi je crois que le problème des néo est un problème qui doit être véritablement pris en compte. Et si j'avais un conseil à donner, une proposition à faire, je crois même qu'il faut une enquête réelle dans cette affaire-là. Parce que je commence à me poser la question, est-ce que ce problème s'arrête au niveau des néo? Est-ce qu'il n'y a pas de complicité interne? Est-ce qu'il n'y a pas de complicité externe? Est-ce qu'il n'y a pas un plan à terme? Est-ce que c'est un complot? Est-ce que c'est un complot? Donc, je crois que ce n'est pas acceptable. À chaque fois, ça devient comme, je ne sais pas, à chaque fois, le gouvernement met sur la table certains moyens et Néo va répliquer en demandant d'autres, etc. Moi, je crois que il faut aller, s'il y a une radicalisation de propositions à faire, c'est de nationaliser cette entreprise. Et la nationalisation va permettre de faire appel aux capitaux et puis que le gouvernement camerounais lui-même, il soit totalement responsable. Mais permettez, avant de quitter, le problème de langue maternelle est un problème très important. Ah, vous voulez coller un mot sur les langues maternelles. Allez-y. Parce qu'on ne peut pas comprendre, même que dans nos administrations, vous pouvez être puni ou parce que vous ne parlez pas français ou que vous ne parlez pas anglais. Et cela nous amène aujourd'hui au problème, à un épineux problème qui est en train d'être réfléchi. La réappropriation de notre culture africaine, de nos ancêtres, de mettre en avant ce qui nous est de plus cher, notre culture. Parce qu'aujourd'hui, et ça va nous faire partir même à réfléchir comment nous pouvons croire en notre Dieu, à Dieu, comment nous pouvons prier Dieu. Parce que si nous continuons à mettre en avant le français, l'anglais, c'est le colonialisme, quel que soit tout ce que les gens vont nous dire. Et qu'aujourd'hui, M. Aïssi ait même honte de parler avec moi en petit, alors que les proverbes que vous me donnez en langue vernaculaire, langue maternelle, une grande sagesse qui ne peut même pas se retrouver dans la langue non, française. Pas du tout. Alors, mais je dis aujourd'hui, nous ne pouvons pas avoir honte de notre culture. Il y a en allemand, parce que moi j'ai fait allemand au secondaire, ce qu'ils appellent des formules idiomatiques. Des formules idiomatiques. Ce sont des formules qui sont propres à une langue. Donc j'encourage tous ceux qui aujourd'hui essaient de mettre en avant la culture africaine, qui est riche, qui est importante et qui nous élève même. Parce que quand vous partez au village, moi j'étais au village samedi. Je rappelle que vous êtes un digne veleux. Oui, président des élites de ce côté. Moi, je vais vous dire vrai, j'avais des pommes d'argent. Vous êtes le président des élites veleux? Oui. Alors j'avais les pommes d'argent. Un président de pommes d'argent? J'avais les pommes d'argent. Et je suis parti parler... parce que comme la route passe chez moi, on a déterré toutes les tombes de tous mes parents. C'est-à-dire près de 20 tombes. Mais j'ai mis toutes ces tombes en un seul lieu. Et maintenant, je suis en train de vouloir faire le mausolée. Mais il y a quelque chose de formidable. Quand j'arrive, je m'arrête là. Je m'adresse à mes parents. Tout à fait. J'ai l'impression qu'il y a une énergie nouvelle qui vient d'à moi. J'ai l'impression que je suis écouté. Je vous dis parfait, quand je pars de là, c'est quelque chose d'incroyable. Vous êtes rechargé. Oui. Alors, mais j'ai dit, nous devons nous réapproprier de notre culture, de nos ancêtres et surtout de notre
parole, pas toi. Très bien. Donc, je voulais quand même faire Merci pour cette reconscientisation. Je voudrais revenir sur l'affaire Eneo. Je pense que Blériot, nous allons mieux préparer ce dossier. Hein. Peut-être que nous le mettrons sur la table dimanche à libre expression. Y a-t-il finalement une affaire Eneo au Cameroun? Eneo semble défier tout un gouvernement et notamment le ministre de l'eau et de l'énergie. Eneo est-il au-dessus du Cameroun? On essaiera de comprendre. Oui, Blériot. Parfait, ici. Vous insistez à dire d'abord le ministre de l'énergie ne peut pas être défié par Eneo. Si Eneo défie le ministre de l'énergie, c'est qu'il y a un Camerounais qui se croit plus puissant que le ministre de l'énergie, qui est derrière Eneo, qui dit à Eneo bloque. Et l'argent qu'on demande là, c'est pour les rétrocommissions. Ah bon? Dans un pays sévère, on attraperait tous les gens d'Eneo là, on les enverrait quelque part pour être traités. Eux-mêmes appelleraient les Camerounais qui sont derrière eux. Que ça a cuit. Que ça a cuit. Que venez maintenant. Bon, on sait que c'est difficile. Mais faites bien attention. Vous qui agitez le bâton de la révolte là, vous allez vous cacher, vous venez. Parce que Eneo, c'est de la... Eneo se joint à MTN et à Orange pour nous pousser à bout. Ça, c'est de la provocation. Ce n'est même plus... C'est de la provocation. Les appareils des gens sont endommagés par faire ici. Les petites réserves. Mais tout, vous ne pouvez même plus. Les cérémonies gâchées. Vous voyez, vous débutez un mariage, une grande cérémonie. Autour de une heure, Eneo prend ces choses. Et c'est terminé. C'est terminé. Les veillées se font dans le noir, les bobs d'avion, les filles, parce que Eneo a crié le désordre. Mais quand Bob Da se balade à Douala dans la nuit, c'est parce qu'il sait qu'Eneo a tout éteint. Dans l'affaire Bob Da, il faut mettre Eneo là-dedans. Donc voilà un désordre généralisé. Je vous assure. Merci Pierre avec c'est terrible. Bernardo Basson, nous allons vous repasser la parole, cette fois-ci pour la dénonciation du jour. Il faut quand même dire avant deux choses. La première, c'est que monsieur Yemek, chez Espèce Miné, c'est vrai, c'est une émission de détente, mais parfois quand on rit beaucoup, on est plus concentré. Donc ça me déconcentre. La deuxième, c'est que monsieur Bidjima, vous avez dit, pas toi, je ne vous corrige pas, vous êtes un papa. Oui. Mais ce sont des langues. Oui. Pas toi péjoratif. Ok, d'accord. Ouais. Ce sont des langues maternelles. Des langues maternelles. Excepté les mots de la technologie nouvelle. Oui. Tous les mots des autres langues se trouvent dans nos langues. Oui, ça c'est vrai. Donc on a des langues complètes, avec même des syntaxes bien établies. Non, ça c'est clair. Voilà, merci beaucoup. Parfait, ici, aujourd'hui, c'est un monsieur, comme souvent, qui dénonce le comportement de sa femme. Et qui demande au-delà du divorce ce qu'il pourrait faire pour lui faire du mal. Donc il veut la vie des mineurs. Voilà comment il a commencé son propos. il veut des conseils pour aller faire du mal à sa femme. À sa femme. Au-delà du divorce qu'il a déjà entrepris de demander. Il dit qu'il a épousé sa femme il y a 8 ans. Et il était fou amoureux de sa femme. Il ne lui refusait rien. Quand elle disait « je veux voyager », il paye. Parce que c'est un monsieur qui a suffisamment de moyens. Il est homme d'affaires, il est entrepreneur. La femme, elle est sans emploi. Il dit au départ, sa maman, c'était comme souvent opposé au mariage. Il a insisté, elle lui a dit « ok, vas-y, mais pour moi, ta fille ici n'est pas sérieuse. Quand on vient chez toi en tant que belle famille, elle reste dans la chambre, elle ne nous voit pas, elle ne nous salue pas, elle ne nous parle pas. C'est pas comme ça que le mariage se passe chez nous. Mais comme tu t'es entêté, vas-y. Ton père et moi, on ne voit pas l'affaire si d'un bon oeil. » Ça, ce sont les parents du monsieur. Les parents du monsieur. Le monsieur dit que, bon, il a dit à sa mère, maman, vous les belles, vous êtes souvent complexés parce que vous êtes avec vos belles filles en compétition, etc. Vraiment, accepte que c'est mon épouse. À mesure que le temps passait, la maman voyait son fils se flétrir. Il devenait de moins en moins beau, de moins en moins intéressant. Il perdait en volume.
Elle dit à son mari, mais l'affaire ci n'est pas sérieuse. Elle appelle son fils qui vient. Mais tu maigris, tu as mauvaise mine, il y a quoi? Tu travailles, tu es commerçant, entrepreneur, tu vends de grosses choses, tu as plein de moyens, tu as des millions par mois. Mais pourquoi est-ce que tu es comme... Non, maman, ça va, moi je vois pas de quoi tu parles. Je fais un peu plus de sport et tout. Sa maman dit, Ça, c'est pas moi je vais vérifier. les histoires de sport. Moi je vais vérifier cette affaire avec ton père parce que tu es un de premier enfant, on ne peut pas te laisser aller comme ça. Tu as pris ta femme, on a accepté. Mais si elle fait quelque chose de mal, nous, on te dira. La maman est donc allée, comme souvent les mamans font des marches au village où on lui a dit que ton fils, si sa femme l'a préparé quelque part, mais c'est pas tout. Les choses qu'elle a utilisées pour le soumettre sont dans la maison. C'est pas des choses virtuelles. Donc, va dans la maison, à tel endroit, tu enlèves, à tel endroit, tu enlèves, à tel endroit, tu enlèves. Tu verras des choses attachées comme des écorces dans des plastiques et tout. Et quand tu prendras, ça ne brûle pas. Mets d'abord dans la cour de la maison, parce qu'il a une vaste maison, avec une grande cour, avec même une piscine. Donc, tu mets dans la cour et tu attends qu'il rentre du travail. Sa femme ne sera pas là à telle date. Donc, va à telle heure, demande au gardien d'ouvrir, tu es la belle-mère, tu vas entrer. La maman a dit d'accord. Elle est arrivée et elle a ouvert la cuisine, les battants en haut. Elle a trouvé des choses attachées comme des écorces dans les battants de la cuisine en bas. Oui, elle a trouvé, elle a posé. La femme rentre de la maison, elle voit, dans la maison, elle voit l'épouse du monsieur. Elle voit ça, elle commence à dire, qu'est-ce que tu fais chez moi? Elle engage les problèmes avec sa belle-mère, elle engage même le conflit physique avec sa belle-mère. Elle demande, sors de chez moi. Elle demande au gardien de jeter. La mère du gardien ne jette pas ça, laisse ça là. Mon fils va trouver ça. Quand le fils donc rentre dans la maison, dont l'époux, il franchit le portail, il tombe et il perd connaissance. Oh là là. Oui, il perd connaissance. La maman pense qu'il est mort, elle commence à appeler les voisins, elle pleure. Finalement, après un quart d'heure, le monsieur revient. Oui, commence à respirer, il reprend ses esprits progressivement, il essaie de se demander ce qu'on le couche sur le lit. L'infirmière du quartier arrive, elle lui donne une injection pour qu'il retrouve un peu de l'énergie. Et puis il demande ce qui se passe. Sa mère lui dit non, dans ta maison j'ai trouvé ci, ça. Il demande tu as trouvé ça où? Il va se lever, il se lève, il va, il dit ici. Il dit c'est pas possible. Il regarde sa femme. Il dit allons même dans ma chambre parce que j'ai l'impression que c'est même pas seulement ici parce que mon corps est bizarre. Dans la chambre donc il soulève parce que le matin n'avait pas d'orifice en bas. C'était des lits en bois qui étaient complètement déposés sur les carreaux. Donc quand il soulève le matelas, c'est la cata. Ouais, c'était la forêt. Donc, il y avait des écorces de toute nature, des souris décédées, des petits des cafards qui ont déjà procréé, des rats qui faisaient l'amour avec d'autres souris. Tout ça sous le lit. La maman a seulement demandé qu'on enlève, parce qu'elle avait reçu un produit dans les mains pour que ça ne l'affecte pas. Donc elle prenait de ses mains, elle enlevait et tout. Donc le mari, malheureusement, sur le coup, ne s'est pas retenu et il a été un peu violent envers son épouse. Donc il a frappé, elle s'est blessée à la bouche. Et puis il a entrepris la demande de divorce pour pratique de sorcellerie, mais surtout, il demande que face à ce genre de cas, au-delà du divorce, qu'est-ce que lui il peut faire parce qu'il pense qu'elle l'a tué. Donc lui il demande ce qu'il peut faire. Il a voulu que je dénonce cette affaire ce matin pour dénoncer les comportements des femmes qui ne restent pas tranquilles dans les maisons. C'est une histoire vraiment à la fois pathétique et bouleversante. Alors, le monsieur a dit à peu près quel âge? 44 ans. 44 ans. C'est encore un monsieur très solide. Et la femme avec 30 ans. 30 ans. Ils ont des enfants? Oui, 2 enfants. 2 enfants. Et ils vivent depuis combien de temps? 8 ans. 8 ans. Alain Douc, je vous passe la parole pour votre commentaire. C'est assez bouleversant, tu le disais. Moi, je suis perdu, hein, je perds mon latin face à cette situation. Mais déjà, puisqu'il veut un conseil, je propose qu'il ne se venge pas. Je vais rester vraiment dans les fondamentaux bibliques, nous qui sommes d'éducation chrétienne. Il y a ce passage biblique qui dit « À moi la vengeance et la rétribution ». Donc il ne se venge pas, je pense que l'essentiel est sauf. Sa mère l'a sauvé. Quelle grâce hein, d'avoir des parents aussi éveillés. Parce qu'ils leur doivent véritablement son salut sur le sujet. Donc, ils ont des enfants ensemble, 2 enfants. C'est quand même leur mère. Ils pourraient lui en vouloir demain, d'une manière ou d'une autre. Qu'il laisse faire. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il continue à vivre avec elle? Non, mais qu'il a congédié. Hey, comment il ne peut pas rester avec elle? Non, le divorce était déjà acquis. C'était déjà là. D'accord. Il a congédié et qu'il laisse passer l'affaire. On n'a pas encore prononcé. Lucien Bidima, c'est vrai que sur ce plateau, on a eu l'habitude de souvent fustiger le comportement des belles-mères.
Mais cette fois-ci, on a l'impression que toutes les belles-mères, lorsqu'elles n'aiment pas les belles-filles, ce n'est pas toujours pour rien. Par moments, les belles-mères, elles voient ce que nous, les garçons, nous ne voyons pas. Les femmes se connaissent entre elles. Hein. J'ai oublié d'ajouter un élément. Oui. Hein. C'est que dans les effets de la dame, que la belle-mère mettait dehors, il y avait des images, des photos de la femme nue qu'elle envoyait souvent à certaines personnes, dont il y avait également... Cette femme mariée. Oui, des actes d'infidélité probants, vu les images. C'est même Peut-être même c'est le marabout même qui gérait l'affaire. Qui sait. Donc des photos carrément prises à l'appareil. Oui, lycée Vidima. Oui, je dois dire que c'est très difficile. D'abord, je reviens là, sur le coup. Il faut savoir les femmes que nous prenons de partout avant et avec quand même cette éducation. C'est pour cela, excusez aujourd'hui, je reviens toujours au niveau des ancêtres. La belle-mère n'est pas partie à l'église. Hein. Elle est au village. Et c'est les gens du village certainement qui lui ont dit que voilà ce qui se passe. Ça ne va pas. Ça veut dire que même à partir de nos villages, nous pouvons être protégés, nous le sommes. Alors, mais le problème revient aux femmes que nous prenons. Vous savez, avant, parfait, et quand vous preniez une femme, vous partiez laisser cette femme au village. Même pendant une semaine, un mois. Pour que la belle-mère regarde. Regarde. Bon, je peux comprendre qu'il y a d'autres belles-mères, comme vous avez dit, qui sont, mais moi j'ai la chance. Ma grand-mère était très croyante, elle était chrétienne. Donc, les belles-mères ont cette manière-là, certaines. La protection est vive au niveau de leurs enfants. Mais nous-mêmes, parfois c'est notre responsabilité. Vous savez, je voudrais vous dire quelque chose. Comme de temps en temps, dans une vie antérieure, ou une vie du passé, je faisais les affaires, etc. Quand j'ai épousé ma femme, elle était trop jeune, je ne restais presque pas à la maison. Les hommes d'affaires, ils sont toujours partis. Ils sont toujours partis. Et ils croient toujours que c'est en donnant de l'argent, en faisant ceci, que tout peut se résoudre, premier problème. Deuxième problème, ils oublient toujours que quand vous vous donnez cet argent-là à côté, la fille qui peut être illettrée, entre guillemets, parce qu'on a dit qu'elle ne faisait rien, ou alors n'a pas d'emploi, va chercher à capitaliser votre argent. Et la seule manière de chercher à capitaliser cet argent, c'est d'aller chez un marabout. Parce qu'elle-même, elle fait d'abord un combat au niveau de sa famille. On lui dit, mais cette affaire-là, si tu ne tiens pas ça bien, ça va t'échapper. Alors, va donc, on va conseiller un marabout. Sauf que, comme mon petit frère disait tantôt, les marabouts ont quelque chose. Vous savez, les marabouts aujourd'hui, de plus en plus ont quelque chose à dire. Bon, ils disent que, bon, écoute, on va te donner quelque chose. C'est une expérience que je connais très bien pour que ton mari ne sorte plus jamais. Qu'il ne regarde plus jamais notre femme. Mais on doit vous mettre ça dans la partie intime. Dans la partie intime. Oh là là. Sauf que le problème se pose que qui doit mettre. Oh là là. Le mitaire. Et comment il doit mettre? Où il doit mettre? Sauf que l'obsession est telle que la femme finit par accepter. Parce que les femmes sont prêtes à tout lorsqu'elles veulent atteindre leur objectif. Ce que le type lui met, il met d'abord ça pour lui-même, pour posséder la femme. Et maintenant, cette femme-là se retrouve en train de gérer deux foyers. Mais sauf que l'autre est déjà son gourou. Le marabout devient son gourou. Et vous savez, les femmes sont tellement fragiles. À un moment donné, il va dire non. Au même moment que vous êtes là, peut-être il y a un autre ailleurs. Alors il tombe dans ces pièges-là. Et finalement, on se retrouve comme ça. Alors, mais ce que moi je peux donner dans un premier temps comme conseil. Oh, monsieur. Oh, monsieur. Je ne sais pas si lui-même... moi, j'ai dit toujours ce que nous faisons. Est-ce qu'on est totalement sain? Il faut qu'il se pose la question. Hein. Parce que comme il dit là, qu'est-ce qu'il peut faire? Si tente marabout contre marabout, c'est un problème pour lui. Parce que c'est quelque chose qu'il faut donner à la divinité. C'est sa mère qui a fait ça, qu'il faut d'abord que lui-même rentre au village. Parce qu'on doit le laver.
le soigner au village. Parce que d'une manière ou d'une autre, il a été touché. Il est touché, pas qu'il a été. Parce que la femme là ne va pas croiser les bras, elle n'a pas autre chose. Elle va pas aller prendre le chapelet. Oui, elle ne va pas aller prendre le chapelet. Elle va chercher donc à avoir les marabouts les plus puissants pour devenir. Donc il doit faire ça. Deuxième des choses, vraiment, il faut que, parce qu'il doit se remarier. Il vous écoute, hein? Oui, il doit se remarier. Il faut qu'il choisisse bien sa femme. Il faut qu'il choisisse bien sa femme. Au niveau des enfants, il faut qu'il regarde. Parce que la femme pourrait passer à partir des enfants. Quand vous regardez, ce monsieur doit aimer les enfants. Je fais un peu dans la divinité. Habituellement. Aussi, je peux regarder. Vous êtes là en votre posture de marabout. Il doit aimer beaucoup les enfants et cette femme peut passer par les enfants. Donc, il doit prendre toutes les mesures pour que les enfants soient bien protégés, mais qu'il rentre chez lui pour que ses ancêtres le protègent, pas faire le maraboutisme dans le maraboutisme, mais qui ne tente pas de dire qu'il va aller chez tel ou tel pasteur ou tel ceci. C'est une affaire purement traditionnelle, il résout ça d'une manière traditionnelle, mais lui, il part au niveau du village. Très bien. Et enfin, il doit porter plainte à cette femme à Dieu. Parce que nous aussi, même nous les ancêtres, nous avons ce Dieu-là. Et je crois qu'il va Très bien. Merci. Il faut quand même dire un truc. En quelques secondes, c'est-à-dire que problème de temps. Il parle bien, le grand frère de la divinité. Oui. Personne ne saurait dire, avec un zeste d'humilité, qu'il a la science infuse de la divinité. Que ce soit ceux qui sont d'obédience chrétienne ou ceux qui disent qu'ils sont dans les religions dites traditionnelles ou africaines. Alors moi, ce que je veux dire, c'est que sachons qu'en réalité, ce que la mère a fait pour son fils, ce discernement dont les parents ont toujours fait montre, il y a ceux qui sont chrétiens qui font montre du même discernement. Il y a des gens ici qui sont chrétiens, des familles ferventes, où vous restez comme ça, le fils a un problème, les parents sont informés. On leur montre quelle est la situation, soit en rêve, soit en vision. Ils savent exactement de quoi il est question et ils viennent te dire que, voilà, écoute, tu as tel problème, voilà, ta femme fait ci ou ça et ça. Donc Dieu continue de parler, on ne saurait le limiter. Il ne faut pas croire qu'il faut toujours aller rentrer au village, aller toucher les Au village, est-ce que c'est le diable? Ce n'est pas le diable. Est-ce que les éponges, c'est le diable? Ce n'est pas le diable. Est-ce qu'on comprend la nuance? Est-ce qu'on comprend la nuance? Est-ce qu'au village, c'est le diable? Quand on lave au village, ce n'est pas on lave perfecto. Oui. Comme quand on va à l'église, ce n'est pas toujours forcément Dieu. Il faut bien comprendre ça. Donc, est-ce qu'on comprend la nuance dans laquelle je suis en train de venir? Plusieurs des pasteurs, là, dans ce qu'on appelle ces entités qu'on appelle des églises, sont des gourous. Bien sûr. Ce ne sont pas des gens sérieux, ce sont des sorciers. Des sorciers au même titre que des gens qu'on a au village et qu'on qualifie comme tels. Donc, il faut bien cerner à quel niveau se trouve ma nuance. Donc, c'est un peu ça. Pierre Blériot-Niamek, vous qui êtes par moments très introduit dans des phénomènes bizarres, nous avons un cas là, bizarre, sous la main. Nous parlons là, nous rions, mais j'ai la nette impression qu'il faut sauver ce garçon. Il faut sauver ce monsieur. Sa situation est compliquée. Oui, parfait. Je vais être un peu dur comme en mon habitude. Vous savez, si vous rencontrez une maman qui marche avec deux petits-enfants, et il y a un qui fait beaucoup de bruit et veut courir vers la route, là où se trouvent les voitures. Il veut échapper à la maîtrise de sa maman pour aller vers la route. Et vous voyez sa maman qui lui dit non, Stéphane ne part pas là-bas, non, Stéphane ne part pas là-bas. Il y a de fortes chances que cet enfant soit un jour cogné par un véhicule. Ouais. Quand tu as un enfant en main qui veut aller vers les voitures, tu ne lui dis pas non, Stéphane ne part pas. Tu le cognes très fort pour que la voiture ne le cogne pas à son tour. Parce que la voiture, elle est cognée mal. Et observez ce que je veux dire là, beaucoup de parents laissent les enfants faire. Enfant qui va se perdre, quand tu vois, tu sais. Enfant qui va se perdre, quand tu vois, tu sais. Voilà un jeune homme. Son oncle vient leur rendre visite et au sortir du domicile parental, l'oncle voit une petite fille, une jeune fille, et l'oncle adore les petites filles. Il demande à la petite fille son numéro de téléphone. La fille donne le numéro. Et l'oncle se retourne, il voit son neveu qui est triste. Il demande à son neveu, qu'est-ce qui ne va pas?
c'est ta copine? Le neveu dit oui. Il demande à la fille, c'est ton copain? La fille dit non. Et cet enfant-là explique à son oncle que je l'aime beaucoup. Et en effet, c'était sa copine. Incroyable. Et son père lui dit, tu n'as rien à faire avec cette fille. Il dit qu'il aime la fille. Incroyable. C'est terrible, ça. Nous creusons nos tombes nous-mêmes. Nous-mêmes. Et donc, monsieur, après avoir résisté à l'éducation, la vie vient de t'enseigner. Je ne sais pas de quoi tu veux te venger. Venge-toi de ta bêtise. Une mauvaise femme commence à vous le montrer. Quand une femme méprise vos parents, parfois ici, non, il y a des parents manipulateurs. C'est vrai. Ne mélangeons pas. Oui. Vraiment, expliquons aux gens ce qui. Quand quelqu'un a du mépris, ça se sait. Je vois des hommes, lorsqu'ils reçoivent leurs parents, sont obligés de faire toutes les tâches. Les femmes assises, elles ne s'en cachent même pas. Oh non, je n'attendais pas tes parents ici. Vraiment, ton père dérange. Ton père s'assoit sur les canapés n'importe comment. Mais comme le gars, il paraît que la chose qui est là-bas le tient trop, il ne réfléchit que là-bas en bas. Ouais. Tu comprends pas? Un enfant, on lui dit que son père est arrivé à 8 heures. Il ne fait que dormir. Tu fais quel amour jusqu'à midi? Ton père est assis seul au salon, à ici. Le mépris. Voilà. La mère vient avec des provisions du village. La femme dit, nous, on ne mange pas ce genre de choses ici. Jetez-moi ça. La nourriture qui t'a permis de grandir. On jette la nourriture de ta mère et tu ne dis rien. Demain, tu dis que tu veux te venger. Tu veux te venger de quoi? Tu te venges de ta propre bêtise. Bon, on a compris. On a compris les reproches. Non, c'est bon parce que... Oui, on a compris. Ici, maintenant, donc, le monsieur a quand même besoin d'aide. Non, on fait. On va l'aider. Très bien. Première chose pour l'aider, il faut qu'il surveille la progéniture de cette femme. C'est la première chose. Monsieur Didima vous a indiqué quelque chose. On est passé rapidement à côté. Les mauvaises familles ont souvent de mauvais liens ancestraux. Quand vous accouchez des enfants avec les mauvaises femmes, faites attention, suivez vos propres enfants. Cette fille est venue en mariage à 22 ans, puisqu'on nous dit qu'elle a 30 ans. À 22 ans, elle savait déjà aller voir les marabouts. À 22 ans, une fillette de 22 ans. Le monsieur avait 36 ans, puisqu'il est son aîné de 14 ans. Elle était déjà abonnée. Vous allez vérifier que toute sa famille est dans la combine. Possible. Et c'est la belle famille, donc la famille de la femme qui jouissait de cet homme. Oui. N'eût été l'éveil de la maman. Donc il faut surveiller ces enfants qu'il faut détoxifier parce qu'ils sont même déjà eux-mêmes plongés dans les trucs de leur maman. Deuxième chose, il faut travailler son propre corps. Il ne faut même pas cacher à vos femmes quand vous travaillez votre corps. Quand vous travaillez votre corps, voyagez même avec votre femme. Oui. C'est-à-dire, chez nous, les Bassa, quand je pars faire une initiation, je voyage avec toi. Pendant qu'on me fait manger les choses graves, on te dit que ce que ton mari la mange maintenant, c'est pour que... Il est en train d'avaler un scorpion là maintenant. Voilà. Donc, tu pars avec elle. Il faut qu'elle-même témoigne de ce que tu manges. Si elle part ramasser sa mort, qu'elle ne dise pas qu'elle ne savait pas. Faux chose, je suis chrétien. Et je vous assure, pour avoir travaillé avec, sur les travaux de quelqu'un comme Mendra Tebga, je vous assure, la chrétienté ne nous empêche pas de faire nos initiations traditionnelles. Ça, il faut le faire. Troisième chose, la femme en question, elle a déjà ramassé sa part de malchance. Il faut constamment prier sur elle, ou pour elle, ou contre elle. Elle a détruit une bonne partie de la vie de cet homme. Vous dites qu'il est encore fort. 44 ans aujourd'hui, avec tout ce que nous mangeons, l'érection n'est plus très bonne et tout. Donc, quand cet homme vous dit qu'il est fini, vous ne savez même pas. À quel niveau il est fini. Merci donc, bien. Bernardo Besson, à votre tour, quel est votre regard? On n'a pas tous les mêmes parents. Il y a des parents particulièrement toxiques, particulièrement nocifs, qui nous empoisonnent même la vie. C'est vrai.
Mais il y a aussi des parents avenants, bienveillants, gentils, qui nous éclairent la vie. Oui. Et c'est en fonction des parents qu'on a qu'on peut écouter ce qu'ils nous suggèrent. Si notre maman, toute notre vie, a toujours été bienveillante, gentille et maternelle, il n'y a pas de raison que si un jour elle oppose un refus à quelque chose, qu'on ne s'arrête pas au moins pour se demander pourquoi, étant donné qu'elle n'a jamais été comme ça. Vous voyez. Donc sur ce point-là, je pense qu'il l'a fauté. Parce que lui-même, il a reconnu que sa maman ne l'a jamais vraiment brusqué, elle l'a toujours accompagné pour ses choix. Et même dans ses affaires, parfois elle garde son argent et jamais n'utilise son argent. Elle garde, quand il appelle, elle lui remet intact tel qu'elle a perçu. Je lui dis, mais quand tu as une maman comme ça, si elle t'interpelle, fais attention. Deuxième chose, concernant les marabouts ou les féticheurs, celui qui peut vous faire croire en des absurdités peut vous faire commettre des atrocités. Disait Voltaire. Celui qui peut vous faire croire que par les pratiques magiques, vous soumettrez un homme, peut vous faire tuer même le père de vos enfants et votre époux. Habituellement, même, c'est ce qui arrive. Il faut donc faire attention aux personnes qui nous manipulent et qui nous suggèrent des choses. Leur qualité intrinsèque déterminera la force qu'on donnera aux arguments qu'ils nous présenteront pour nous conduire. Donc cette fille est vide. Troisième chose, c'est nous, notre semence en tant qu'homme, et le ventre de la femme en tant que femme, qui se mettent en mouvement pour héberger l'enfant. Notre sperme est le produit de ce que nous sommes, de ce que nous avons fait. Le ventre de la femme, pareil. Donc l'enfant est celui qui remorque quand il vient à la vie l'ensemble de nos charges, au moins en partie. Donc si cette fille est aussi sorcière, aussi méchante, qu'il soit sûr que ses enfants ont été lavés dans une bassine sale et donc viennent avec des charges négatives particulières. Dernière chose, là je poursuis, M. Niamey. Oui, on va chuter. Parfait, ici, je le répète encore sur ce plateau. On a tendance à vouloir renier nos cultures, mais c'est quand ça nous frappe qu'on ouvre les yeux. On est africain, on n'est pas occidentaux. La magie existe, les pratiques mystiques existent. Même chez les Blancs, même ça existe. Eux, ils cachent. Le mot mystique n'est pas un mot bassa. Mais si. Il y a le chinois, tout ce qui est magie. Il y a l'IM pour la pratique. Voilà. Il y a les camps pour dire la magie. Donc, que les gens arrêtent de penser qu'ils sont cartésiens, blancs, ils ne croient pas à ceci ou à cela. Il dit bien que certains disaient, Max Endel disait que, avec l'arrogance de l'ignorance, ils diront que ce qui n'existe pas, ils diront qu'ils ne l'ont pas vu, ça n'existe pas. Pour certains, ce qui ne voit pas n'existe pas. Donc, pour ce monsieur-là, va boire des choses vite. Donc, parce qu'on ne sait pas ce qu'il a mangé, il ne sait pas sur quoi il a dormi. Non, il a mangé trop de choses. Il a dormi sur trop de choses. Quand il a fini ça maintenant, qu'on blinde son corps. S'il n'y a pas ça là-bas chez les bêtis de là où il est, parce que le monsieur là, il est étonné. Comment ça chez les éléments? Je veux dire, s'il n'y a pas voilà, qu'il aille ailleurs où il sait qu'on pourra préparer, parce qu'il est étonné, qu'il aille où on pourra préparer son corps. Très bien. Voilà. Lisons rapidement quelques messages ce matin. Bonjour, Espace Mini. Concernant la dénonciation, ce gars est un feignant. Comme qui est quelqu'un déjà dans votre... Oui, il faut lui dire ça. Comment un homme d'affaires aussi prospère n'a pas pu faire l'Ongambi, puis bien avant, pour déterminer le caractère sorcier de sa future épouse. On ne réussit pas à bâtir un empire financier sans une base mystique solide, et cette base passe aussi par le contrôle mystique des proches, qu'il ne dérange pas les gens. Pour la solution, qu'il vérifie la paternité de ses enfants et qu'il récupère les siens et qu'il coupe les liens avec cette dernière. Qu'il fasse aussi les initiations traditionnelles ou qu'il se fasse suivre par un mystique chrétien ou musulman selon son obédience religieuse. C'est Paul Dinsam qui envoie le message. Autre préoccupation ce jour. Bonjour, monsieur Haïssi et Team Espace Miné. Monsieur Niemek devrait savoir que cet homme était déjà sur l'emprise de sa femme et dont ses agissements bizarres n'étaient pas de son gré. C'est la femme la plus dangereuse dans cette histoire. Elle a détruit cet homme pour soi-disant l'amour. Vraiment, sacrée femme. Vivons seulement. Nous n'avons pas de choix. On va nous supporter comme ça. On va vous supporter comme ça. Nous n'allons pas être pédé à cause de vous. Vous mentez. C'est le diadème de 237. Autre message ce jour.
Bonjour le panel, bonjour Grotte de la modération. À propos de la dénonciation, je dirais simplement au monsieur, en guise de conseil, de renoncer à la vengeance. La meilleure vengeance est de ne point ressembler à son ennemi. Ngambarga Roger Parfait, depuis Angoulmacan. Autre message ce jour, je vous amène au 213, c'est l'Algérie. Bonjour Perfecto. Pour la dénonciation, j'ai une question. Comment et par quelle voie ce monsieur a fait pour en arriver à ce niveau où sa femme bagarre avec ses parents? Dieu nous envoie toujours des signes. Au début de nos relations, nous voyons très bien que ça ne va nous mener nulle part, mais on insiste dans la relation, la tête baissée, et après, la fin est très catastrophique. Cette femme est une prostituée, une criminelle. Ce monsieur doit se protéger, faire un blocage et détruire cette femme mystiquement. Les gens font même comment pour arriver à cette tâche? Autre message. Bonjour au titan du micro et à tout ton riche panel. Ce monsieur doit porter plainte contre sa femme pour pratique de sorcellerie, divorcer de cette dernière et qu'il aille au village pour un lavage traditionnel et essayer de travailler son corps pour que cela n'arrive plus dans l'avenir. Bien de choses à vous, c'est Akamba Olivier depuis Ngaoundéry. Prenons peut-être deux dernières préoccupations de téléspectateurs, hein, maintenant qui aura la chance. Bonjour les démineurs, beaucoup d'hommes vivent les mêmes effets. C'est simple, que le monsieur divorce et se protège au maximum par les prières. Bravo aux mamans qui veillent positivement pour leurs enfants. C'est Valéria de Bastos qui envoie le message. Bonjour Perfecto. Bonjour le plateau, je crois que c'est la deuxième ou troisième fois que vous invitez le français là sur le plateau. Passez-lui le bonjour de la part d'un Camerounais. Alain Douk. Ça c'est un tac. Il veut taquiner Alain Douk. Et pour la suite, dites au monsieur de surveiller la progéniture de cette femme. Et si vous enquêtez bien, vous verrez que les parents de la femme sont de vrais sorciers. Donc il rentre au village, faire ce qu'il doit faire et prier beaucoup. C'est Val des Condons qui envoie le message. Un verre d'eau s'impose. L'instant de l'analyse de ce jour, comme nous vous l'avons dit, en ouverture, nous amène donc à parler de la pauvreté. La question est simple. Doit-on soutenir les pauvres? Voilà la question de ce matin. Je vais commencer comme d'habitude. Hein. Je pense que ici, il y a un ou deux mots qui sont essentiels. Il y a la pauvreté. Il y a le soutien, mais il y a également un verbe là, le verbe devoir. Doit-on? Devrait-on? Il y a une différence. Et là, je vais leur passer la parole à Pierre Blériot pour que nous soyons au même niveau de compréhension. Pierre Blériot, vous nous définissez les mots ou expressions dures. Oui, parfait. On va faire l'économie de la philosophie. On ne va pas dire pauvreté, non. Non, nous sommes dans la pauvreté matérielle. La pauvreté, c'est la situation d'un homme, d'un individu, qui est incapable de satisfaire de manière complète à ses besoins fondamentaux. Voilà, c'est ça, cette situation. Et en économie, c'est que vous ne pouvez pas manger à votre faim, vous ne pouvez pas vous habiller convenablement, vous ne pouvez pas vous soigner, vous ne pouvez pas avoir un bon abri, vous ne pouvez pas aller et venir convenablement, vous ne pouvez pas bien vous loger. C'est la pauvreté donc. Vous n'avez pas d'argent. Non, vous ne pouvez pas. D'accord. On ne parle même pas encore de plaisir. Alors, doit-on soutenir, c'est apporter un accompagnement en vue de l'amélioration d'une situation, dans ce sens. Est-ce qu'on devrait accompagner ceux qui sont dans cette situation en vue de les aider à améliorer leurs conditions? Est-ce que c'est un devoir? C'est un impératif, le vrai devoir. Je sors directement par ma petite introduction. Nous disons que la pauvreté est une situation, c'est une condition, ce n'est pas un état. Ce n'est pas un état en tant que la chose ne pourrait pas changer. Alors, si c'est une situation, aucune situation n'est définitive. Les situations ont vocation à s'améliorer ou à
se dégrader. Parce qu'il y a beaucoup de pauvres qui croient que les riches seront pauvres un jour et eux, ils seront riches en ce moment-là. Mais il faut leur annoncer aussi la mauvaise nouvelle que tu peux être pauvre jeune et vieux, tu es très très pauvre. Encore? Oui, plus pauvre encore. Non. Est-ce que c'est un devoir, la solidarité humaine et toutes les autres valeurs des humains nous indiquent qu'il faut se tenir la main. L'homme est un animal grégaire, c'est-à-dire qu'il recherche la compagnie de ses semblables. Et pour le bien-être de tous, il faudrait en moyenne que les gens soient au-dessus des besoins fondamentaux. Merci Pierre Blériot de nous avoir permis d'être au même niveau d'information. Nous allons passer la parole à Lucien Bidima. Lucien Bidima, y a-t-il des gens qui sont condamnés à être pauvres? Parfois ici, perfecto, vous avez la chance d'avoir devant vous quelqu'un qui était très très pauvre. L'exemple vivant de la pauvreté. Je me suis dit que quand vous étiez en train de préparer votre émission, je connaissais votre situation vous d'avant. avez cherché quelqu'un qui était très pauvre et qui aujourd'hui n'est plus pauvre. Parce que s'il dit que je suis pauvre, c'est que même Dieu, même les ancêtres seront fâchés. Alors, je vous dis, j'étais tellement pauvre parce que, en un mot, je suis abandonné par mon père à l'âge de 2 mois. Oh là là. Alors, ma mère n'a rien. Elle pas plutôt me laisser chez ma grand-mère qui est catéchiste. Et ma grand-mère n'avait pas de sang, ne pouvait pas, donc j'étais obligé avec la sève de légumes, etc., de me nourrir avec. À 2 mois. À 2 mois. Mais sauf que très vite, à 3 ans, comme ma grand-mère était un peu intellectuelle, en fait. Intellectuelle, elle a eu le CPE, elle allait être sœur à l'époque. Elle décide de me mettre à l'école. Mais l'école est à 3 km du village. Et vous avez 3 ans? Et j'ai 3 ans. Donc elle doit me porter au dos, me faire traverser une rivière et me laisser continuer. Et seul? Toujours seul. Je dois donc faire 6 km à pied tous les jours. Et sauf que elle avait une condition, je ne devais pas échouer. Parce qu'on s'était réparti les rôles. Quand je pars à l'école, je dois porter la banane pour aller vendre à l'école. C'est ma participation là. Elle aussi, elle se battait pour payer l'école. Et l'autre participation, c'est que je devais être parmi les 5 premiers. Pourquoi? Parce qu'à l'école catholique, donc on a volé d'avant, on donnait les prix à tous les cahiers, les livres. Voilà. Donc en fait, elle exigeait jusqu'en 3e. Quand tu étais 3e, tu avais tout. Mais 4e, on t'enlevait un livre. La seule fois où je suis sorti 4e, c'était au cours moyen de première année. Elle est venue dans la cour comme on faisait. Elle m'a suffisamment tabassé devant toute l'école. Elle s'est congé là, je devais donc travailler très dur pour acheter mon propre document. Vous voyez à quel niveau j'étais. Et nous habitions une maison à Nat. Quand il pleuvait, il fallait changer de lit. Parce que les positions, quand il pleut beaucoup, vous changez cette position, là où ça donne moins, etc. C'est dans ces conditions. Parce que ceux qui n'aiment pas dire leur état de pauvreté ne peuvent pas justifier ce qu'ils sont. Tout à fait. Mais c'est ça qui m'a révolté. Parce qu'au même moment, ma grand-mère avait une prémonition. Elle me disait que quand un jour, tu vas passer, on va applaudir, on va demander que cet enfant qui réussit là, qui passe là, c'est l'enfant de qui? En fait, elle vous donnait des bénédictions. Oui, l'enfant est d'un catéchisme. Mais sauf que, autre chose, j'ai passé tous mes diplômes là, je n'ai jamais fait de fête. Parce qu'en fait, ma mère était fille unique, moi-même enfant unique. Et elle-même fille unique. Wow. Alors quand je passe mon CP jusqu'en doctorat, ma grand-mère n'avait jamais fait de fête. Mais ça m'a fait développer d'autres sens. De voir ce que vous avez dit. Pourquoi? Parce que quand nous partions à l'école les 3 ans là, dans chacune des maisons, on accrochait les bananes. Ouais. Et les mamans préparaient toujours des légumes. Donc vous pouviez vous arrêter dans toutes les maisons pour manger. Donc le problème de nourriture était dissous. Et aussi pendant les congés, il y avait quelque chose, c'est que au village, comme humblement, j'étais un peu intelligent, je ne l'étais pas parce que je voulais, parce qu'il fallait l'être. Mais le village cotisait pour les enfants qui sont intelligents.
plus tard, c'était la communauté Mvele, à travers des associations, Sanbang des élites, dont j'ai hérité aujourd'hui. Mais deux faits m'ont marqué donc, c'est en 90, 89. Je suis au lycée technique de Yaoundé et je quitte à pied et Mambo pour aller au lycée technique. À pied, mais je devais aller le matin sans manger parce que je n'en avais pas. Je restais chez un oncle et il fallait faire le sport du bac et je tombe à cause de la famine. Il faut dire Mambo, lycée technique Waikele. C'est au moins 5 km. C'est pas la porte d'à côté, hein. Et j'ai décidé donc d'écrire. Parce que je suis au même moment, parce que les pauvres ont cette caractéristique, ils veulent tout montrer qu'ils sont bien, qu'ils sont riches. Ils marchent avec des enfants riches, etc. Mais je suis président du club UNESCO et tout le lycée technique est au courant que le président est tombé. Mais il avait faim. Ouais, ok. Et je suis en terminale. Quelle baisse de charisme. Alors, j'ai dit, ça ne va pas se passer comme ça. Je rentre, je prends mon bic. Et une feuille, je n'ai pas demandé à un oncle 3000. J'écris au président Paul Biya. Pour lui dire quoi? Je lui dis, j'ai 21 ans. Je ne veux que faire l'école, mais je suis très pauvre. Je raconte un peu mon histoire. J'ai écrit, je fais une lettre recommandée à monsieur Paul Biya, président de la République. Je n'ai pas écrit à son nom, monsieur Paul Biya. Et j'ai écrit à sa femme, Irène Biya. Et je mets ça dans le courrier recommandé. Je passe mon bac tout naturellement. Ça coûtait combien à l'époque, le courrier recommandé? 1200, 1300, recommandé. Et puis, un jour, on m'appelle. On avait envoyé le courrier dans la boîte à lettres de mon oncle qui a caché le courrier. Incroyable. Mais quand même, il va me donner ça plus tard. Le président Paul Biya venait de m'accorder une bourse pour la Belgique. Mais ça faisait tard. Je vais au palais, je rencontre, c'est le professeur Famdong qui était le responsable de la communication. Il me reçoit au nom du chef de l'État, il me dit, on vous a accordé une bourse. Mais comme au même moment, vous avez aussi écrit à la première dame aussi a décidé de s'occuper de vous. Bien, le président Paul Biya va désormais vous suivre, mais vous partez chez la première dame. Et je vais rencontrer la première dame. Rose Nambele était son directeur de cabinet. Elle me demande ce qu'elle veut faire, elle dit qu'elle veut faire l'école. Et je sors de là et décide, on appelle Joël Moulin, qui était chancelier à l'université, qui me réserve tout. Je quitte le palais ce jour-là, perfecto. J'étais parti à pied pour aller au palais de l'unité. Quand je rentre, j'ai une enveloppe. On a appelé la première dame à payer toutes mes études, tous les documents, tous les cahiers et tout. Et je rentre avec 1 million de francs. À l'époque? À l'époque, qui vont me permettre immédiatement de m'acheter un véhicule à 500 000. Ici à Ouarda. Et je quitte donc de l'état de pauvreté absolue. Et comme les gars qui sont pauvres savent utiliser le pouvoir, immédiatement, je dis donc à l'université, oui, je suis l'enfant du président de la République. Et comme on l'avait appelé le chancelier, et c'est comme ça que je vais installer à l'université quand il y avait ce que le Parlement, moi j'étais de l'autodéfense et j'étais le délégué des bâtiments universitaires, puisque je suis l'enfant du président. Et j'ai même déjà une voiture. Mais je suis allé avec... en fait, si je vous raconte cette histoire, c'est que de solidarité en solidarité, il y a le colonel Itounou que vous connaissez. Parce que quand la première dame va mourir, je risque de tomber à l'état de pauvreté, mais une autre personne va me récupérer. S'il n'y avait pas eu cette solidarité-là, on serait mort. Je serais, quand je regarde mes cousins au village, solidarité. Alors, mais je vous avais pas dit, je suis parent. Mais cependant, c'est parce que j'ai refusé. Parce que vous avez dit qu'est-ce que c'est un État. Non. Il y a des gens qui sont condamnés. Que je refusais. Il y a donc des gens qui sont condamnés. Parce qu'au village, dernièrement, il y a 3 mois, j'ai fait un champ d'ananas. Avec mes cousins, j'ai dit, j'ai mis 3 millions de francs, 70 000 pieds. Mais quand je suis arrivé avant-hier, ils ont tout volé. Ils ont même vendu ça à 50 francs et tout. Ils sont même incapables. Ils refusent de quitter de leur état de pauvreté. Donc, il faut accepter cet état, mais travailler très dur. On n'est pas condamné à être pauvre. Mais aujourd'hui, préfet au Cameroun, quand vous allez parler de Bidima, il n'y a pas un ancien Bidima. Hein. J'ai moi-même construit mon propre nom. Et je ne peux plus vous dire que je suis pauvre. Merci Lucien Bidima pour cette belle évocation. Hein. Je pense qu'à l'endroit de tous ces jeunes qui sont actuellement encore pauvres ou même très pauvres,
ça peut être un élément. En passant, je voulais quand même dire les que booster. j'ai vendu de l'eau, j'ai vendu les beignets, tout ce que vous voyez, les gars du... Tous ces petits Non, métiers, non, vous je les les avez ai fait. fait, mais j'avais la conviction. Vous avez pris la honte, vous avez donné au chien. Oui. Merci beaucoup. Alain Douk, doit-on soutenir les pauvres? Je vais aller plus loin. Un pauvre qui ne fournit pas d'efforts mérite-t-il d'être soutenu? Ah non, là, vous savez, le sujet de ce matin est tellement profond. Blirio disait tout à l'heure, on ne va pas faire dans la philosophie. Mais en réalité, il est profond de philosophie en réalité. Il s'y mêle de la philosophie, de la théologie, et même la sociologie, et même l'anthropologie. C'est très profond en réalité. Si vous voulez éviter la temps de psychologie, cette émission, nous pourrons faire le tour de la profondeur. Hein, dites d'abord ce que vous pouvez dire. Voilà. Donc, en réalité, vous allez voir que pour votre question, oui, il y a un devoir qui est celui du travail. Il y a un passage biblique, je pense, c'est dans l'épître, la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, où il dit que celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas non plus. Il faut le sévrer. Donc, en réalité, on n'est pas là pour encourager la paresse. Il faut travailler. Mais maintenant, je vais actualiser mon propos. Faut qu'on comprenne que, parce que dans la théorie économique, on a toujours fait croire à un moment donné que non, les pauvres, il faut comprendre qu'ils sont responsables de leurs conditions. Il y a des gens qui sont là, ils veulent jouer simplement avec le système, ils font montre de fainéantise, ils ne veulent rien faire, ils veulent être pris à charge par le système, etc. Il ne faut pas avoir d'égard pour eux. Mais non. Quand vous regardez aujourd'hui la situation du monde et la donne, la construction du système économique, financier, mondial, vous vous rendez compte qu'il y a une ingénierie subtile, en réalité, qui promeut la pauvreté et qui la crée. D'ailleurs, historiquement, vous le savez, dans la théorie économique, dans la deuxième moitié du XVIIe siècle, on a, je dis, systématiquement encouragé, entretenu, promu la pauvreté. Pourquoi? Parce que ça permettait de créer la richesse de la nation. On disait, il faut même qu'on ait des pauvres pour les aiguillonner au travers du manque et les tenir en laisse au travers du salaire pour qu'ils travaillent, produisent la richesse et les maintenir dans cet état pour qu'ils continuent de travailler pour produire de la richesse pour la nation. Donc, on a cautionné la pauvreté, on l'a créée artificiellement, économiquement et on l'a promue. Donc, cet héritage historique et économique, on le revoit aujourd'hui. Nous vivons dans un système économique où 1% de la population détient plus de 66% de la richesse du monde. Dis-moi un peu, ceux-là, ils travaillent plus que qui? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ça? Ils sont plus éclairés, ils sont plus intelligents que qui? Absolument, ils ne sont pas plus intelligents que qui que ce soit. Vous voyez donc qu'il y a cette polarisation sociale qui s'est créée. On a deux pôles où il y a des gens qui maintenant ont presque tout. Ils ont tellement et au-delà de leurs besoins. Et vous savez, il y a un penseur qui disait, si vous avez déjà au-delà de vos besoins, c'est que vous avez pris ce qui revenait aux autres. Tout simplement. Et on est donc dans une situation aujourd'hui, au niveau mondial, où la richesse, elle est pour quelques-uns. Et bientôt, nous allons vivre sur une terre qui appartient à certains. Et j'espère que certains parmi vous lisent chaque année les rapports de l'ONG Oxfam sur le sujet. Pour dire c'est alarmant. Nous sommes sur une terre qui bientôt va appartenir à quelques-uns et où le plus clair de la population du monde n'aura rien. Et on le voit illustré dans certaines terminologies politiciennes où on a parlé du ruissellement vers le haut. C'est-à-dire qu'on a l'impression que la richesse, elle ne fait que migrer vers le haut. Mais les masses populaires, donc, qu'est-ce qu'elles ont? Elles n'ont rien. Donc, il y a donc un devoir d'assistance. Il y a un devoir de repenser en réalité les fondements économiques mondiaux. Pour ma part, je le dis comme ça en exclusivité sur ton plateau, je viens notamment d'écrire une œuvre dramaturgique où je pose le sujet du rapport servile de l'homme à l'argent et de l'emprise du capitalisme dans les rapports sociaux et humains. Les gens pensent qu'en réalité, c'est l'argent qui est la solution. Moi, j'essaie de démontrer qu'en réalité, l'argent, c'est le problème. Ceux qui ont mis l'argent au cœur des relations économiques au niveau du monde, ils l'ont fait à dessein. C'est une ingénierie subtile pour tenir tout le monde en laisse,
pour enrégimenter tout le monde, pour soumettre tout le monde et pour corrompre. Parce que voilà ce que l'argent a fait jusqu'ici. C'est juste corrompre tout le monde. Tout le monde, en réalité, on n'a pas de loyauté vis-à-vis de la nation aujourd'hui. Si vous allez examiner, vous allez vous rendre compte que la corruption et tout est prospère. Pourquoi? Parce qu'on a mis l'argent au cœur des fondements sociaux. C'est de ça qu'il s'agit. Merci, donc, Alando. au sujet de la question, non, on a un devoir de solidarité, mais il faut qu'on sache que on n'est pas là non plus. Pas le devoir de solidarité en train de cautionner la paresse. Chacun doit donner sa contribution à la construction, à l'édification économique de la nation. Merci Alain Douk pour votre regard. Bernardo Basson, habituellement et même très régulièrement, nous écoutons les uns les autres dire que pour avoir, il faut travailler. L'ancien Jean Zoa de regretter mémoire, ancien archevêque métropolitain de la ville de Yaoundé, nous l'avait dit, que pour avoir, il faut travailler. Et pour donner, il faut avoir. En fait, il voulait démontrer que lui n'a pas quelque chose à vous donner. Alors, on dit toujours qu'il faut travailler pour avoir. Est-ce que tous ceux qui sont actuellement riches, ce sont ou alors ont été de grands travailleurs? La réponse, c'est non. Alain Douk a commencé à vous démontrer cela. Moi, je vais dire deux Alain choses. Douk, il était énervé. Il dit qu'ils ont travaillé plus que qui? Moi, je vais dire deux choses, mais il n'a pas voulu vous les dire. Dans le système du capitalisme qui gouverne le monde actuellement, ceux qui travaillent le plus gagnent le moins. Ceux qui travaillent le moins gagnent le plus. C'est ça. Quelle exactement. injustice! Parce que ceux qui travaillent produisent de la richesse que ceux qui gouvernent vont consommer et ils vont continuer à assujettir ceux qui travaillent davantage. C'était le combat officiel de Karl Marx. C'est pour cela qu'il militait pour le socialisme ou le communisme. Donc aujourd'hui, votre question ne s'applique pas dans le monde actuel. Parce que dans le monde actuel, il n'est pas question pour ceux qui nous gouvernent de soutenir les pauvres. Ah bon? Il faut ponctionner, il faut assujettir, il faut assécher les pauvres, les soumettant à un travail toujours plus rude pour devenir eux toujours plus prospères. Voilà ce que le monde d'aujourd'hui dispose. C'est factuel. Maintenant, dans l'idéal, est-ce qu'il faut soutenir les pauvres? Oui, pour deux raisons. La première, on vit dans un monde où le bonheur de tous dépend de l'effort de chacun. Si chacun fait un brin d'effort pour que l'émission s'y se porte bien, elle va se porter. De même, dans le milieu des pauvres et des riches, il faudrait que les pauvres travaillent, nourrissent les riches en retour reversent de l'argent aux pauvres et qu'il y ait un certain équilibrage. Que le pauvre puisse satisfaire de sa production et que le riche puisse garder une partie de sa fortune satisfaire de la production qui lui a été apportée. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Deuxième chose, dans l'univers des hommes, les hommes sont grégaires. Ils sont tous interdépendants. Donc si on ne soutient pas certains, la chaîne humaine va se rompre. Elle va se détruire. Et la conséquence fatale et inévitable sera la guerre. Donc quand on ne soutient pas les pauvres, qu'est-ce qu'on fait? On les laisse davantage dans la dèche jusqu'au jour où ils vont se révolter de leurs conditions et ils vont attaquer les riches qu'ils vont accuser de prendre tout ce qu'ils produisent par le biais de leurs efforts. Et on va certainement sombrer dans la guerre parfaite ici. Donc, c'est pourquoi vous voyez que dans les États dans lesquels il y a soulèvement, ça part toujours de ce que une classe prolétaire, une classe affamée, assujettie, finit par se révolter contre la classe qui l'opprime, qui l'oppresse. Et ça crée donc le climat de guerre. Pour moi, donc, il faut non pas encourager la paresse, non. Non pas encourager le manque de l'effort, non. Cultiver l'effort, l'initiative et la créativité, mais permettre à tout le monde d'améliorer sa situation, sa condition. Mais tout le monde ne peut pas être riche, tout le monde ne doit pas être pauvre. Oui, Pierre Blériot qui veut absolument réagir. Alors, Oui, Pierre vous Blériot. savez, je n'ai pas eu le temps. Vous demandez s'il faut soutenir les pauvres. Oui. On soutient quelqu'un qui essaie de se tenir. Soutenir. Quelqu'un qui essaie de se tenir. Vous avez bien vu quand quelqu'un fait l'effort de se tenir, non? Oui. Vous le soutenez. Mais quelqu'un qui veut se coucher, on ne le soutient pas. Il y a même des gens, vous le tenez, lui il tombe. Oui, Et il veut tomber avec vous. Oui. Cette image qui nous fait rire, c'est l'image de certains pauvres qui ont fait tomber d'autres riches qui voulaient les soutenir. Oui. Parfois ici, moi j'ai été soutenu
je ne minimise pas le soutien. Parce qu'au moment où quelqu'un vous donne 100 000 francs et que vous êtes quelqu'un qui vend du pain, c'est un grand soutien. c'est un grand soutien. Vous ne pouvez pas aujourd'hui, mais comment on fait? Je n'ai pas attendu que l'État me donne des millions. Parfait, il y a une qualité qui manque à beaucoup de pauvres, l'honnêteté. Les gens croient que quand tu es pauvre, tu vas réussir en trichant rapidement. Or, l'honnêteté est une valeur qui peut vous ouvrir de grandes portes. Je vous dis rapidement, j'avais tenu le mariage d'un cousin dans un grand hôtel, alors que j'étais extrêmement pauvre. Ce monsieur avait des moyens et trop de vin était resté. Ses frères sont allés lui dire que Nyemera cachait le vin. Il a souri, il leur a dit, si je ne vous ai pas confié ce mariage, c'est parce que je connais Blériot. À la fin, je l'ai amené dans la cave avec sa femme et je leur ai montré tout ce qui restait. Ce qui est resté. C'était terrible. Le couple a décidé de me remercier. Ils ne m'ont pas donné beaucoup de vin, mais ils m'ont donné 100 000 francs. Ben, je vais dire, à titre de prêt. Ces 100 000 francs m'ont lancé. À l'époque, je voyais 100 000 francs comme beaucoup d'argent. Et vous voulez soutenir certains pauvres, je sors. Un enfant est venu me voir récemment, il dit il cherche le travail. Parfait, je lui ai donné l'argent pour aller faire le concours de la police, il a disparu. Mais attendez. Et demain sera le premier. Vous voulez il a disparu juste avec les miettes de concours de la police. Je lui ai dit, tu fais le concours, tu fais les dossiers, tu reviens me voir. Il a disparu. Il est certainement allé acheter le kior. Ouais. Et demain, on dira qu'on a commencé à danser l'ombolé. Voilà. Lisons rapidement quelques messages. Bonjour aux lions indomptables des plateaux. La pauvreté, peu importe sa nature, n'est qu'une condition passagère. Qu'on soit né pauvre ou devenu pauvre, on doit se battre pour sortir de là. À la question de savoir si les pauvres doivent être soutenus, je dirais oui, on devrait aider les pauvres, mais cette aide, c'est pour ces pauvres qui acceptent d'abord leurs conditions et qui se battent nuit et jour pour sortir de la pauvreté. Mais ces pauvres feignants et paresseux honnêtement ne méritent pas de faveur. C'est Oncle Brice depuis Eboaloa qui envoie donc le message. Autre préoccupation ce jour. Bonjour, je me nomme Martin Belinga de Yaoundé. Concernant la question pour le soutien des pauvres, nous devons d'abord catégoriser les pauvres parce qu'il y a des pauvres qui sont pauvres mentalement et financièrement. Voilà donc un philosophe. Voilà. Et par contre, il y a des personnes riches intellectuellement parlant, mais pauvres financièrement. Et c'est cette catégorie de personnes pauvres qu'il faut soutenir, car il manque juste un soutien financier pour permettre à cette personne de pouvoir s'élever et devenir riche. Allons au plus 33, c'est la France. Bonjour les démineurs, content de vous savoir en santé. El Perfecto, t'es très bien habillé. Bernardo Basson, tu es un jeune très sage. J'aime ton calme dans tes réponses. Niemek, tu aurais dû grandir dans la même maison que moi. Tu as la bouche et le courage. Moi, je suis très fort et courageux. On allait gagner tous nos combats. Le petit pousseur de Mbopi. Autre message toujours venant de la France, c'est le plus 33. Bonjour le panel, beau sujet une fois de plus, je dirais même comme toujours. On parle de soutenir la pauvreté. Merci Blériot pour la définition et merci Abidima, très beau témoignage. Oui, ouais, pour le chant d'ananas, on dit en proverbe petit que les singes communiquent entre eux sur les mêmes hauteurs des arbres. Bonne émission. Autre préoccupation ce jour, qu'est-ce qu'on nous dit là? Bonjour, monsieur ici, nous devons nous soutenir, qu'on soit pauvre ou riche. Il n'y a pas que les pauvres qu'on doit soutenir. Partant de votre interrogation, alors, oui, on doit soutenir les pauvres. Et tant qu'il en a la possibilité, l'homme doit faire le bien. Et donc, donner aux pauvres de l'argent, ainsi qu'à tous ceux qu'il peut aider. Même si après, quand ce pauvre réussira, il va dire que, Aka, il a fait quoi pour moi? J'ai réussi seul. En tout cas, faisons le travail des dieux. Donc, je voudrais aussi dire ça. Permettez-moi un témoignage encore. Mais ça, c'est toujours une science. Permettez-moi d'en abuser parfois. Excusez-moi vraiment. C'est M. Niemek. Toujours qui m'enseigne ce genre de choses. Il me dit, Basson, quand tu vois souvent les gens pauvres en route, c'est Dieu.
il me disait que il y a des personnes qui ont des âmes tellement sales, tellement noires, qui, lorsqu'elles sont aidées et arrivent au sommet, ont pour principale tâche de noyer et de tuer toutes les personnes même qui sont aussi pauvres à côté d'elles. Il y a un artiste musicien parfois, camerounais, donc, Aïdjo Mamadou. Oui. Il dit que parfois vous aidez ceux qui vous entourent, mais une fois au sommet, c'est sur vos têtes qu'ils font pipi. Voilà. Et il me disait donc que ceux donc qui restent pauvres, c'est que Dieu élève certains pour dire que bon, ok, toi qui es pauvre, regarde comment celui-là était pauvre, on l'a rendu riche. Tu vois, non? Comment il est devenu étant riche, non? C'est pour ça que toi, tu vas rester pauvre pour apprendre l'humilité. Donc, on aide également les pauvres qui ont une belle âme. Très bien. Disposition d'âme. Qui ne deviennent pas pervers. Au 213, c'est l'Algérie. Parfait. Ici, on ne prête qu'aux riches. La pauvreté est un crime et un péché. La plupart des gens sont pauvres parce qu'ils sont des sorciers et des envieux. N'ayez pas trop pitié des pauvres. Seul le pauvre peut passer toute une année pour vouloir détruire la vie de ceux qui ont réussi, au lieu de passer le temps à construire sa propre vie. Ça, c'est l'ignorance qui parle. Non, il a complètement tort. Bon. Non. Ça, c'est l'ignorance qui parle. Non, quand il a dit- Je vais vous dire un truc. Oui, Alain donc. Dans les rapports sociaux, vous connaissez bien cette maxime qui dit quel bonheur y a-t-il à être heureux tout seul. Ouais. Je dis c'est un ignorant. Parce qu'en réalité, lorsque vous parlez de l'humanité, vous, chacun de vos alter ego, est un reflet de vous-même. Donc on ne peut pas. Mais Alain donc, est-ce qu'on n'est pas quand même également d'accord que la majorité de pauvres, au lieu de réfléchir à voir comment travailler pour avoir un peu, eux, ils sont là en train de réfléchir pour maudire Bidima, pour que la voiture de Bidima fasse un accident, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous n'allez pas. Allez-y, Alors, Michel. est-ce que vous savez que mon cousin au village, lui qui a volé le champ d'ananas, il a volé l'argent de quelqu'un au village. On l'amène en fou. Je peux faire payer et je paye l'argent. J'ai dit non, il ne peut pas aller en prison. Il faut qu'il rentre au village. Et quand il passe par le village, pas chez moi, je donne de l'argent. Je dis à ma femme de préparer l'argent pour lui donner pour qu'il parte commencer une autre activité. Mais cependant, quand il arrive, il venait d'un fou. Je venais de sauver ce monsieur de la prison. Il est carrément venu dire à ma femme qu'il va me tuer. Voilà. Et il a vociféré des choses au quartier que même ceux qui me respectaient ont commencé à avoir peur. Voilà. Et quand il est parti au Il village... a dit que tu es dans les sectes, lui, certainement. Quand il est parti au village, Parce qu'on c'est connaît la lui qui a réciproque. volé tout le champ d'ananas. Voilà. Je venais de sortir ce monsieur de la prison. Donc, ce que les gens disent, parce que vous n'avez pas vécu au Non, village, comme on dit, se comprend. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas. mais cependant, Grand frère, on doit soutenir ceux qui ont besoin de ce soutien. Je vous ai dit qu'elle partait à l'école à pied. J'ai un autre truc que je voulais dire. Je sais pas, quelque part, j'ai l'impression que la Bible se contredit, Pierre Blériot. Quelqu'un nous l'a même dit tout à l'heure, que la pauvreté était un péché. Je pense qu'il va également se référer à la Bible. La même Bible nous dit également, quelque part, qu'il sera plus facile à un chameau d'entrer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Alors, de tels versets bibliques n'encourage-t-il pas la pauvreté? Non. La Bible n'encourage pas du tout la pauvreté. Quand la Bible condamne les riches, elle condamne ceux qui aiment l'argent. Elle dit l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Ceux qui s'y sont adonnés ont été pervertis. C'est ceux qui aiment l'argent, dont la cupidité. La pauvreté est condamnée dans la Bible. Les grands hommes de Dieu n'étaient pas pauvres. Et je le dis souvent à Bernardo, si vous voyez quelqu'un qui était pauvre hier, pauvre aujourd'hui, pauvre demain, pauvre, C'est la malédiction. c'est la malédiction. il y a un problème. Non. c'est la malédiction. Attendez. C'est la malédiction. Dans la Bible, le Christ, qui est la personne centrale de la Bible, elle était riche. Oui. Je vais te donner les Jésus a même un trésorier. Oui, même la Je te cite un passage. Jésus a un trésorier. Non, attendez. Vas-y. C'était son Vas-y. Je te cite un passage. Vas-y. Quand Jésus Je crois que tu sais à quoi dit tu te le lis. Fils de l'homme, les renards ont des tanières. Mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit où mettre la tête. Non. Oui, mais attends. Je Sois voulais sérieux. Sois Sois sérieux. Quelqu'un qui est pauvre mérite-t-il 5000 hommes?
Attends, c'était avec de l'argent. Non, est-ce que un miracle? Mais voilà. Ce que je voulais que tu comprennes. Le sujet est circonscrit dans le cadre oui, parlons le cadre de ce débat. Parlons de la pauvreté matérielle. Oui, il les avait nourris avec quoi? Il les avait nourris avec quoi? Je dis, est-ce qu'il est quelqu'un qui est pauvre donne-t-il du vin à tout un mariage? Tu vas discuter bien. Tu conçois la... Oui, mais tu as dit quelqu'un qui a dit qu'on ne spiritualisait pas le débat. C'est toi qui l'as dit, c'est pas moi. Tu l'as dit depuis le début. Merci beaucoup. On reste dans le sujet. Alors, sortons par cette préoccupation-là. Et je pense que quelqu'un commence à le dire sur ce plateau. Ça devait être Bernardo. Dans un pays comme Lucien Midima, un pays qui regorge trop de pauvres, est-ce que c'est pas un pays à haut risque? Non, c'est un pays. Est-ce qu'il n'y a pas à avoir peur? Non, parce que ramener même en famille. Cette masse de pauvres peut se lever un matin. Non. Et ces gens en découdent avec vous les riches. Oui. Donc vous avez quand même peur. Non, on ne vit jamais. On ne peut pas vivre heureux, vous voyez. Il y a un écrivain, un grand penseur qui disait qu'il y avait une certaine honte à être heureux tout seul. Est-ce que vous savez ce que je suis en train de faire maintenant au village? Je voulais construire au village. Oui. Mais je suis parti le week-end. J'ai recensé tout autour de moi toutes les mauvaises maisons. Je vais les casser toutes. C'est-à-dire, en construisant ma maison, je vais construire aussi les maisons de tous les alentours. Là. Voilà. Excellente idée. Parce que, et mon architecte était dépassé avec cette idée. J'ai dit à mon architecte, vous voyez la maison qui est en train de tomber en face là, si elle construit ma maison, je ne construis pas mon cousin là, cette maison-là, je ne vais jamais dormir ici. Les hiboux. Donc, c'est arrivé Les hiboux toute la voilà. nuit. Lorsque Moi, j'aime un pays, là, les hommes qui ont dit que je ne construis pas. lorsqu'un pays concentre beaucoup plus de pauvres, à un moment donné, même la famine peut vous faire des choses incroyables parce que c'est des couches de population vulnérables et manipulables. Majoritaire. Merci Oui. bien. Donc, on ne peut pas être riche à 2% au Cameroun, par exemple, ou à 2% dans le monde et croire qu'on va vivre. Non, on va venir à la je finis. Le chef de l'État, pour le libéralisme communautaire, le président de la République, dans sa culture, il fait tout pour que l'eau sociale, que l'homme soit au centre de la richesse. Merci bien. Et nous terminons par cette communication presque quotidienne. Bernardo. Alors, toujours pour l'achat du groupe électrogène. Faut-il soutenir les pauvres? On va dire déjà merci à Lionel Temo. C'est un fan d'Espace Mini qui vit au Luxembourg. Ouais. Qui m'a contacté hier en journée. Il a fait un envoi de 50 000. Je lui ai dit, chaque fois qu'on est sur le plateau, on supplie Eneo, parce que si Eneo coupe, l'émission est finie. Parfois ici, il lit les messages, on voit une pub qui est lancée. C'est parce qu'Eneo a coupé qu'on lance la pub. Donc, si on n'a pas de groupe, ça va être compliqué. Donc, on lui dit merci. Donc, les contacts utiles, MTN 677 24 85 08. Contact Orange 6 92 81 13 01. C'est pour acheter le groupe? Ouais, pour nous soutenir pour acheter un groupe électrogène. Merci. Bon, ben, vous me voyez à la fin du mois, je mets aussi 25 000. Je pourrais mettre. Et voilà, Merci. Merci à M. Lucien Midima. Alors, c'est ce qu'il fallait donc dire ce matin. On n'a plus le temps de parler de Charles Ateba et Yéné, mais nous en parlerons certainement demain. Oui, on peut se retrouver à l'hôtel Djega Palace où une conférence est en train d'être donnée en ce moment à sa mémoire. À l'hôtel Djega Palace, il y a donc une conférence de presse qui est en train d'être donnée à la mémoire de Charles Ateba Yéné qui nous a quittés il y a exactement 10 ans. Merci à Lucien Midima, cadre du côté du RDPC et qui était là ce matin. Merci à Alain Do qui est journaliste. Merci à Bernardo Basson, juriste invité permanent. Merci à Pierre Blaireau-Niemek qui est notre consultant. Ne ratez surtout pas le journal de la mi-journée. C'est dans quelques minutes. La rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30. Avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs?